Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level. I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for life. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil, little evil me, just as mean and evil as I can be. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien installés sur Radio Anthropocène et nous sommes ici à la Cité des Halles depuis Lyon pour ce nouvel épisode des mercredis de l'Anthropocène. Je suis François de Gasperi et je suis en compagnie ce soir de Florian Fompéry. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au programme pour cette émission, 1 heure d'échange sur le concept de risque. Une question d'une actualité croissante et nous nous demanderons si l'Anthropocène peut être considéré comme un âge des risques. Et pour cela, nous recevons Eva-Marie Gopfer. Bonjour Eva-Marie. Bonjour. Alors vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'université Lyon 2 et vous êtes spécialiste des représentations collectives liées au risque. Vous avez travaillé principalement sur la question du couloir de la chimie et de la constitution d'un imaginaire du risque autour de cet espace.
Et puis nous sommes également en compagnie, et c'est un vrai plaisir, de Pierre Athanase. Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon, vous êtes chargé de l'environnement, de la protection animale et de la prévention des risques. C'est à ce titre que nous vous recevons principalement. Et vous êtes également un militant écologiste historique, si je ne me trompe pas, puisque cela fait près de 30 ans que vous vous mobilisez sur ces questions, c'est cela ? Un petit peu plus, ouais. Mais du coup ça ne me rajeunit pas, donc on va éviter d'en parler. Très bien. Alors pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, une première question, et puisque nous sommes à Lyon, ça tombe bien, on va revenir peut-être sur un événement historique assez marquant qui concerne donc cette vallée de la chimie et l'explosion de l'usine de Feyzin. Une raffinerie dont la catastrophe a fait près de 18 morts et 84 blessés en 1966. Alors cet épisode dramatique a valu à ce couloir de la chimie, des variations pour le moins sympathiques. On a parlé de couloir de la peur, couloir de la mort, en passant par le couloir de tous les dangers. Alors d'après vous, Eva-Marie, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que cette représentation du risque perdure encore dans l'imaginaire collectif ? Alors, ça c'est une bonne question. Je suis pas sûre que je saurais vous répondre. Ce qui est important, en tout cas, c'est ce que mes études ont montré. Alors, je les ai pas faites toutes seules, mais je vais dire mes études. Ce que mes études ont montré dans l'évolution, on va dire médiatique de la question du risque, c'est que dans les années 60, à partir justement de l'explosion de Feyzin jusqu'aux années 80, on ne parlait qu'exclusivement de danger et on ne parlait jamais de risque. La notion de risque, elle apparaît à peu près dans les années 80. Et ce qui est intéressant dans la différence entre les deux, c'est que le risque est un danger sans faute. Et donc, en fait, ce qui était intéressant dans les médias et même dans les représentations des habitants, c'était l'idée que quand il y a explosion, quand on parle de danger, c'est bien qu'on peut imputer une faute à quelqu'un et on l'impute notamment à l'usine, à l'industriel, ou on l'impute aussi aux acteurs publics qui sont responsables de laisser l'usine vivre à côté des habitations, etc. Et donc, je pense que les mentalités ont évolué parce que de plus en plus, dans le discours des industriels et dans les discours publics, on s'est mis à parler de risque dans les années 80. Et donc, avec cette expression, le risque zéro n'existe pas. Et donc, avec cette idée que, en fait, le risque ne peut pas complètement se maîtriser. Donc, c'est plus une question simplement de danger où il y aurait un fautif, un méchant. Mais en fait, c'est quelque chose, un peu d'inévitable avec lequel il faut vivre avec. Donc, je pense, alors, sans non plus définir ce que pensent exactement les habitants, mais je pense que cette évolution, elle a amené une évolution des mentalités au regard des usines autour desquelles les habitants, les Lyonnais habitent et évoluent. Et vous, en tant qu'élu, Pierre Athanase, quand on vous parle pour évoquer la vallée de la chimie, de couloir de la mort ou de couloir de la peur, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi j'habite dans le PPRT de la vallée de la chimie et j'étais enfant, donc j'étais chez mes parents, j'avais 5 ans pour la catastrophe de Feyzin. Donc j'en ai des souvenirs qui sont uniquement visuels. Je me rappelle absolument pas du bruit des explosions. Ouais. Vous étiez à Feyzin ? J'étais à Feyzin, oui. Et j'ai passé toute la matinée avec mes frères, avec ma mère, à regarder par la fenêtre le ciel qui brûlait. C'est vraiment l'image que j'ai. C'était en plein hiver, au mois de janvier. À 7h du matin, il faisait nuit. Et il y avait des flammes immenses. Les explosions n'ont démarré qu'après. C'était la première à 9h, l'autre c'était pratiquement 10h. Et enfant, l'impression que j'avais, c'était le ciel qui brûlait. Okay. C'était vraiment ça. Tous les nuages étaient orange, de la couleur des flammes. Après, je suis comme beaucoup d'habitants de la vallée de la chimie, c'est que on s'habitue à tout. Donc moi, j'y habitais enfant, adolescent, et j'y habite maintenant depuis 1985. Et en tant qu'élu, moi, ce qui me fait souci, c'est qu'effectivement, tout le monde s'habitue. Et du coup, il n'y a pas de culture du risque et les gens ne se protègent pas, et en tout cas pas suffisamment. Et justement, du coup, à l'échelle de Lyon, vous avez commencé un petit peu à le faire, mais est-ce qu'on peut retracer l'histoire des risques, donc plutôt industriels, mais comment est-ce que depuis donc 66, est-ce qu'avant il y a déjà eu ce genre de catastrophe? Est-ce que depuis il y en a eu de nouvelles? Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu ce panorama-là? Alors retracer, ça va être une histoire un peu partielle et sûr. partiale, Vous mais vous n'êtes pas historienne. voilà, non c'est ça. Nous ce qu'on a remarqué quand j'ai fait une étude sociologique sur le PPRT justement, on faisait une enquête auprès des habitants et dans cette étude-là et même dans celle de l'évolution médiatique, ce qu'on a remarqué c'est que dans les années 80, il y a eu une professionnalisation de la communication dans les industries et
c'est à ce moment-là où en fait les usines se sont mis à communiquer sur ce qu'elles faisaient et elles se sont mis forcément à essayer de convaincre les habitants que ce qu'elles faisaient, c'était pas si dangereux que ça, ou du moins que c'était compatible avec l'urbanisation autour. Et c'est à ce moment-là, en tout cas, je peux pas dire que ça va ensemble, mais en tout cas, on peut noter la concordance. C'est à ce moment-là que le terme de risque apparaît dans les médias et apparaît dans les discours publics. Et je pense que finalement, le risque, en tout cas cette notion de risque, du moins telle que moi je l'envisage et je la regarde, c'est aussi un objet de communication. Ça veut dire, ça a été une façon aussi, d'un point de vue des discours publics et industriels, de dire mais attention, c'est pas complètement notre faute s'il y a une explosion, parce qu'en fait c'est un risque qui existe du fait de notre présence. On fait tout pour que ça n'arrive pas, donc d'une certaine manière, nous, on est des gentils, on fait vraiment tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et la notion de risque, elle a servi à ça, donc d'une certaine manière, on peut la prendre comme une stratégie de communication, et en tout cas, son apparition coïncide avec la professionnalisation de la communication dans les industries, c'est-à-dire que ça coïncide notamment avec les premières portes ouvertes des usines, quand par exemple, Arkema a ouvert son lieu pour dire aux habitants, venez voir ce qu'on fait, etc. Donc voilà, je peux pas complètement faire le lien, mais en tout cas, je peux noter la coïncidence. Et alors, Pierre Athanase, Eva-Marie évoquait le fait que le risque zéro n'existait pas, et donc l'abondance de ces enjeux médiatiques qui sont nés au début des années 80 et qui ont commencé à parler de cette notion de risque. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer également sur l'arsenal peut-être juridique et légal qui a été déployé à partir de ce moment à l'échelle du territoire métropolitain peut-être, puisqu'on le voit, le principe de précaution, c'est également quelque chose qui apparaît et qui a une véritable portée juridique après Seveso, après AZF. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces éléments ? Peut-être déjà revenir sur Seveso et AZF, parce que autant la catastrophe de Feyzin est celle qu'on considère comme étant la première catastrophe industrielle. Finalement, elle n'a rien apporté derrière de réglementaire ou de législatif. Il y a eu effectivement techniquement des améliorations. Parce que le pire, c'est que même les pompiers qui intervenaient ne connaissaient pas le risque. Beaucoup de pompiers sont morts à proximité immédiate des cuves, des cuves sphériques qui contenaient du propane et du butane, en les arrosant, en pensant que les arroser allait les rafraîchir et comme ça, elles ne s'enflammeraient pas. Et elles ont explosé. Si je peux me permettre, juste pour un petit élément de précision, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire ? Je ne sais pas une question piège, mais... Non, c'est pas une question piège. Oui. En fait, c'était une manipulation de routine un petit peu d'ouvriers qui venaient contrôler, qui ont ouvert une vanne de gaz. La vanne s'est congelée, ils n'ont pas pu la refermer. D'accord. Il y a eu une fuite assez importante et le gaz s'est répandu sur l'autoroute. Une voiture est passée, elle a mis le feu. Donc c'était bien un incendie qui s'agissait au départ. Après, il y a eu tout le dispositif. Les pompiers de Vienne, Feyzin était dans l'Isère à l'époque, les pompiers de Vienne, puis les pompiers de Lyon sont intervenus, sans connaître vraiment les techniques qu'il fallait employer sur des gaz, sur des hydrocarbures dans de telles quantités. Donc on en était vraiment au tout début. Et les explosions ont démarré, une à 9h, l'autre à 10h. Ça faisait déjà plus de 2 heures que l'usine brûlait. Et effectivement, des morts chez les pompiers, des morts et beaucoup de dégâts matériels sur la ville de Feyzin et également sur Irigny de l'autre côté. Ouais. Et alors, pour revenir sur cette notion d'imaginaire du risque et de représentation, est-ce qu'on peut... en rentrer dans un présent plus actuel et contemporain. Alors, peut-être avant, parce que vous m'avez posé une question et du coup, je n'ai pas répondu. Donc celle-ci a assez peu apporté. Après, il a fallu attendre la catastrophe de Seveso en Italie pour qu'enfin on considère le danger d'un certain type de plateforme industrielle. Ça a été déjà un premier pas législatif qui compte quand même, qui a compté. On parle toujours des sites Seveso au jour d'aujourd'hui. Et après, la catastrophe qui a vraiment marqué, qui est du coup à l'origine des PPRT, c'est la loi Bachelot 2003, suite à la catastrophe d'AZF à Toulouse. Ouais. Donc c'est vraiment ces événements-là. Bhopal, finalement, en Inde, a peu marqué. Pourtant, ça a été une catastrophe. Ouais, je suis d'accord avec vous, ça a peu marqué, en tout cas juridiquement. Oui. Voilà. Mais je pense parce que dans les années 80, on a eu quand même Bhopal. On a eu le port Eduardo, qui est dans la vallée de la Chimie, même si ça n'a pas causé de mort. C'était quand même une explosion
explosion. Enfin, de mémoire, il n'y a pas eu de mort pour le port Édouard Herriot, voilà. Et il y a eu aussi Tchernobyl, évidemment. Hein. Et donc, je pense que je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas eu de conséquences juridiques en France, mais je pense qu'on est encore dans ces années 80 où je pense que, en tout cas, ça a favorisé l'émergence de cette notion de risque aussi. Et moi, je me rappelle par exemple d'un article de Lyon Matin en 84 suite à Bhopal, qui racontait ce qui se passait à Bhopal et qui terminait par la phrase est-ce à dire que les Lyonnais doivent vivre aussi avec cette menace. Donc, même si le mot risque n'apparaît pas encore, on commence à l'envisager comme un risque et on commence à faire émerger une culture du risque dans la vallée de la Chimay. Il y avait des gens plus cyniques que ça. Parce que si l'usine de Bhopal se trouvait en Inde, c'est parce que tout le monde savait que c'était dangereux et on l'avait mis très loin des pays occidentaux. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je me permets de faire un petit peu de promo interne à ce sujet-là. Il y a le très bon cours public d'Alfonso Pinto, qui est donc un cours public de l'école urbaine de Lyon, qui a retrouvé sur YouTube et qui détaille en fait tous ces événements-là et comment ça a été traité médiatiquement, etc. Et je vous conseille à tous nos auditeurs d'aller le regarder. Tu voulais donc poser une question sur les imaginaires, François? Non, et je crois que je vais même revenir un tout petit peu en amont, parce que je vais trop vite. Je vous prie de m'excuser, mais du coup, sur l'atterrissage, est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être un petit peu le PPRT à l'échelle de la métropole lyonnaise, ce qui est prévu en termes de gestion des risques concrètement pour le territoire métropolitain? Alors, des PPRT sur la métropole de Lyon, on en a 10, dont celui de la vallée de la Chimie, qui est juste le plus gros de France, avec 10 plateformes classées Seveso, voilà, avec 2000 risques potentiels de danger qui sont identifiés, qui sont contrôlés par la DREAL. Donc on est vraiment sur un PPRT qui est hors norme par le nombre effectivement de plateformes industrielles, également hors norme parce que complètement urbanisé. Il y a effectivement, et pendant longtemps, on ne considérait la vallée de la Chimie que du côté économique. Il faut bien voir qu'il y a des gens qui y habitent. Je ne dis pas ça parce que j'y habite moi, mais il y a une vie. Il y a 10 communes dans le PPRT. Il y a des gens qui habitent, qui vont à l'école, qui font du sport, qui dorment, etc. Quand la raffinerie de Feyzin a été créée, Feyzin était encore un petit village. On y a construit un stade, une école au pied de la raffinerie. Donc l'école maintenant a été démolie. Le stade va déménager dans quelques années. Mais on était dans une ignorance absolument énorme. Aujourd'hui, voilà, on essaye de récupérer ça, mais c'est loin d'être facile. Comment vous voulez expliquer aux gens que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans pour moi que vous vivez dangereusement? Alors autant les gens de ma génération ou plus vieux qui ont connu la catastrophe, ça les a marqués. Les gens qui ne l'ont pas connue, finalement, ils ont toujours habité là. Il y a toujours eu des usines, il y a toujours eu de la pollution. Finalement, les torchères fument moins souvent noir qu'avant. Les cheminées, finalement, c'est moins jaune qu'avant. Il y a une certaine habitude. Et il y a malheureusement que lorsqu'il y a effectivement accident, qu'on se demande ce qu'ont fait les pouvoirs publics, ce qu'ont fait les élus. Moi, je suis très content de venir ce soir pour en parler parce que c'est un des sujets sur lesquels on m'interviewe le moins souvent. Et c'est pour ça que vous êtes bien sûr Radio Anthropocène. Peut-être, Eva-Marie, la question que je souhaitais vous poser, revenir sur une actualité plus brûlante, sans mauvais jeu de mots, une actualité récente. Vous avez également travaillé sur le cas de Lubrizol, si je ne m'abuse, mais brièvement. Très brièvement. En termes de cet imaginaire du risque, est-ce qu'on voit une évolution dans des événements plus récents? En fait, en tout cas, j'ai travaillé très brièvement sur Lubrizol. C'était pour réactualiser un petit peu une étude qui était plus sur AZF, donc c'était pour lui donner une actualité. Mais en fait, ce qui est important de comprendre avec les médias, c'est que le risque ne fait absolument pas sens pour les médias. Les médias ont une logique événementielle, et donc à un moment donné, le risque, par définition, c'est la menace de l'événement. Donc ce n'est pas l'événement. Du moment qu'il y a événement, il n'y a plus risque. C'est déjà arrivé. Et donc, c'est pour ça que les médias n'arrivent pas à se saisir du risque et ils vont s'en saisir au moment, c'est ce que vous disiez à l'instant, au moment de la catastrophe. À ce moment-là, on va se poser des questions et puis ça va redisparaître et on ne va plus en parler pendant longtemps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait un travail sur les CLIC. Alors, à l'époque, qui étaient les comités locaux d'information et de communication autour des risques industriels. Et j'avais cherché la médiatisation des CLIC pour voir comment les médias parlaient des clics. Et là, on est typiquement dans la routine du risque. C'est-à-dire, il n'y a pas de catastrophe. Au contraire, on essaye de la gérer, on essaye de faire de la participation, de la démocratie en mettant différentes personnes autour de la table. Et bien, les médias
ne comprenaient pas ce qu'était le clic. C'était très drôle, c'est-à-dire déjà, rien que sur l'acronyme, j'avais des versions complètement variées. Voilà, j'en avais qui parlaient de ça, mais sans comprendre vraiment ce que c'était. Il y en avait qui disaient qu'en fait, c'était un moyen pour les habitants de venir s'informer. Il y en avait d'autres qui disaient qu'en fait, les habitants étaient partie prenante. Enfin voilà, il y avait vraiment une incompréhension parce que finalement, le média ne sait pas vraiment quoi faire du risque parce que ça ne rentre pas dans sa logique. Et finalement, les AZF comme Lubrizol, je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu un changement médiatique autour de ça. Par exemple, en fait, au moment où il se passe quelque chose, que ça soit à Bhopal, pour revenir sur l'exemple indien, ou que ça soit à Lubrizol, ou que ça soit dans le couloir de la chimie, à un moment donné, le média, en tout cas le média local, va ramener ça à son territoire et à son lectorat. Et quand c'était, par exemple, quand il y a eu Lubrizol, Le Progrès a fait un article en une avec une carte interactive sur leur site web qui disait « Situez-vous » pour voir si vous vivez dans un PPRT, quels sont vos risques, etc. Donc en fait, on ramène finalement la catastrophe au territoire du lecteur pour lui dire voilà ce qui se passe. Mais une fois que la médiatisation de l'événement a disparu, ça redisparaît. Et donc, c'est pour ça que le risque est quand même compliqué à saisir pour les médias. Et si je peux me permettre de réagir, parce que j'étais totalement d'accord avec vous sur la question des habitants, et on a fait, j'avais travaillé avec l'Adréal dans une commande de recherche justement pour l'Adréal sur les PPRT, et ils nous avaient demandé d'aller voir les habitants pour savoir quelles étaient leurs compréhensions du risque et quelles étaient leurs attentes en termes d'information en préparation d'une campagne d'information réglementaire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça ne faisait pas sens pour 90% des habitants. Et en plus, on les avait sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'usine depuis leur domicile, depuis leur jardin, leur porte, voilà. Donc on était quand même face à des gens qui... L'usine faisait partie de leur quotidien visuel et en même temps ça ne faisait pas sens parce qu'il y a toujours des stratégies d'évitement. Par exemple, je pense alors on avait travaillé dans la vallée de la chimie mais aussi à la Chambre pour voir s'il y avait des enjeux dans comparer l'urbain et le rural. Et je me rappelle à la Chambre, dans la Maurienne, il y a Arkema est dans la plaine et puis voilà, on est sur un pays assez vallonné où il y a des maisons en hauteur et ceux d'en bas nous disaient non mais nous c'est bon parce que la fumée monte. Donc nous, on est protégés et ceux d'en haut nous disaient non mais c'est ceux d'en bas en cas d'explosion qui vont morfler. Et finalement, chaque habitant a sa stratégie d'évitement du risque pour créer son cocon comme si lui, il était un peu exempté de ça. Mais justement, pardon, je me permets. Non, allez-y. On est allé jeudi dernier avec Damien qui était là juste avant à Faisin pour parler un petit peu aux habitants, faire un petit micro-trottoir en posant la question est-ce que vous avez peur ? Est-ce que ça vous fait peur d'habiter dans le quartier des Razes ? Et il y avait plein de réponses, et dont des réponses, on n'y pense pas. Enfin, non, volontairement, on n'y pense pas. Ou aussi d'autres choses, non, maintenant c'est bon, technologiquement, c'était avant, ça risque rien. Mais vraiment ce truc-là de dire non, nous on n'y pense pas. Mais en même temps, quelle angoisse de se dire demain ça peut exploser et voilà. Donc en fait on n'y pense pas. Je me rappelle d'un père de famille qui m'avait dit non mais moi ce qui m'inquiète c'est quand mon fils prend le scooter. L'usine, il y a moins de chances que ça arrive. En fait à chaque fois on trouve une stratégie qui permet d'éviter. Et justement sur ceux qui habitent en haut ou en bas, il y avait ouais, mais regardez à Saint-Front et à Vénissieux, eux aussi ils ont des usines. Alors nous ça va. Oui. Il y a toujours un peu ce côté, voilà. Mais c'est vachement intéressant. Et finalement, dans les habitants qu'on a interrogés, les seuls qui avaient une conscience du risque beaucoup plus développée, c'était ceux qui avaient travaillé dans l'usine à un moment donné, ou qui avait un père qui avait travaillé dans l'usine, donc qui avait une meilleure compréhension de ce qui s'y passait. Mais du moment que l'habitant finalement n'a pas de lien avec l'usine, pas de lien économique, etc., il y a un truc comme si ça n'existait pas. Juste, je termine une dernière anecdote et après je me tais. J'étais allée chez un couple qui avait vraiment dans leur cuisine, je les interrogeais chez eux, dans leur cuisine, il y avait une vue splendide sur Arkema, c'était à Pierre-Bénite, mais vraiment, voilà. Et à un moment donné, ils me disent dans l'entretien, ils me disent non mais nous l'usine on la voit pas. Et moi j'étais dans leur cuisine, je voyais Arkema par la fenêtre. Et je leur dis mais ils me disent ah non mais nous le jardin il est de l'autre côté, on regarde pas de ce côté. Vous voyez, c'est voilà. D'angle mort ou d'oubli conscient et à ce titre. Mais qui est salvateur. Oui, je pense qu'il le faut aussi. Oui, il faut. Pour survivre, on n'a peut-être pas envie de penser à ça toute la journée. Du côté des décideurs, Pierre Athanase, peut-être que donc on a parlé de cette stratégie consciente ou inconsciente du côté des habitants de ne pas penser au risque au quotidien.
Aujourd'hui, avec l'entrée dans cette période de l'Anthropocène, on voit qu'il y a des risques qui se multiplient, qui prolifèrent et qui s'intriguent de plus en plus. Et pour autant, on continue d'installer des infrastructures, de les augmenter. Et peut-être le distinguo entre l'avant et le maintenant, c'est que avec l'effet d'urbanisation, les populations sont toujours plus proches des risques. On le voit, on l'a vu à Lubrizol, le quartier de Sotteville-les-Rouanges, si je ne m'abuse, c'était vraiment dans les immédiats environs de l'usine. Du côté des décideurs, est-ce que vous avez cette prise de conscience du risque et qu'est-ce que vous faites pour y répondre ? Alors nous, les dispositifs qui dépendent de nous collectivités. Oui, et en termes d'habitat ou de Lyon, de construction, nous c'est vraiment la protection des habitats qui existent déjà. Donc il y a évidemment le PPRT à différentes zones. Il y a sur Feyzin, et ça touche uniquement Feyzin, des habitations, des commerces, des activités économiques qui ont été obligés de déménager. On a exproprié, ou ça s'est fait à l'amiable, des habitations de façon à les démolir. Alors que c'est des gens qui habitent là depuis tout le temps. Pour certains, il y a des personnes qui étaient là, qui ont 80 ans, qui habitent là depuis 60 ans au pied de la raffinerie, qui a fallu déménager. C'est pas facile à gérer ces cas-là. Je crois que cet après-midi, vous aviez la maire de Feyzin. La maire de Feyzin habitait justement une des maisons qui a été démolie. Il a fallu, elle aussi, racheter sa maison et la démolir. Donc c'est des choses qui humainement sont pas faciles. Mais je peux vous assurer que pour moi, parce que je suis élu maintenant, et pas uniquement parce que j'habite là-bas, moi ce sujet-là me hante. Quand je vois qu'on a un dispositif qui est financé par l'État, par les industriels et les collectivités territoriales. Donc la métropole de Lyon, un tout petit peu la région, les industriels pour 30% et 40% l'État. Donc 100% des travaux sont pris en charge. Il n'y a pas ça ne coûte pas un centime aux gens qui vont faire les travaux. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Ouais. On avait pensé que c'était parce que la part de l'État, il fallait avancer l'argent et puis il y avait un crédit d'impôt qui remboursait. On a un dispositif maintenant qui fait qu'à la demande des propriétaires, on n'est pas obligé d'avancer l'argent. Et ça n'y fait pas non plus. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'il nous reste plus qu'une année et demie pour finir le PPRT, nous n'avons que 30% des logements qui sont protégés. 30%. Comment vous l'expliquez ? Parce que les gens refusent. Alors il y a des gens toujours qui vont nous dire « mais on n'est pas au courant ». Et ça, je peux vous assurer que les mairies, pour la plupart, ont fait le job. La préfecture fait le job. On relance encore une campagne là, en octobre qui s'appelle des bons réflexes, où vraiment on va insister là-dessus, sur ce côté. Voilà, il vous reste une année pour protéger vos logements. Mais il y a cette façon, voilà, parce que ça a toujours été là, le risque, parce que il faut faire venir un bureau d'études qui va évaluer les travaux, donc il faut prendre un rendez-vous, et il y a quelqu'un qui vient chez soi pour regarder effectivement s'il faut changer les menuiseries, s'il faut filmer les vitres, s'il faut installer une salle de confinement. Derrière, il va falloir choisir une entreprise. L'entreprise va venir, ça fait des travaux, c'est salissant. Il y a 1000 raisons qui font que finalement, on ne l'accepte pas. Mais il y a également, effectivement, ce refus de reconnaître le risque. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 7 et 8 ans, il y avait eu un accident sur une des plateformes industrielles de Saint-Fond, en bas de Saint-Fond, en bas des Clochettes, qui avait fait du bruit, qui a fait un mort quand même, un ouvrier qui travaillait. Il y a eu des flammes, il y a eu de l'explosion, et les habitants du quartier des Clochettes, pour une bonne partie, alors qu'ils auraient dû s'enfermer chez eux, au mieux, éventuellement fuir, ça n'aurait pas été terrible. En fait, ils se sont approchés le plus possible de la falaise et avec les téléphones faisaient des photos, des vidéos de l'incendie. On en est là aussi et c'est très très dur. Et ces gens vivent au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut leur faire peur en disant « vous vivez sur une bombe tous les jours de l'année ». Donc comment on fait ? Et c'est une véritable difficulté qu'on a effectivement. Là, on parle de la vallée de la chimie, qu'on a en règle générale sur tous les sites industriels. Moi, je m'occupe également de risques naturels et dans la région, c'est principalement le risque inondation. C'est exactement la même chose. Si je peux ajouter un élément, parce que j'ai travaillé à l'Adréal à l'époque de la campagne 2013 sur donc la campagne Les Bons Réflexes, et ça suivait une enquête que j'avais faite et j'allais voir les habitants avec les magnettes, avec les documents, en leur disant est-ce que vous l'avez déjà vu ? Je savais qu'ils l'avaient reçu, ils étaient en pleine zone PPRT, ils étaient concernés. Je me rappelle toutes les stratégies sur les enveloppes, urgent, attention, gouvernement, enfin vraiment pour essayer de rendre le papier important. Et il y avait des gens
gens qui me disaient « Ah, je l'ai jamais vu », alors qu'ils l'avaient reçu, mais voilà, ils l'ont jeté, c'est un prospectus, etc. Et je me rappelle d'une dame qui m'avait dit « Ah oui, je l'ai vu, mais je veux pas voir ». Et j'avais commencé à ouvrir le document pour dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle a dit « Non, je veux pas voir, c'est angoissant ». Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont dans le rejet, et donc... Arriver à la question des travaux, là on est carrément à une étape supérieure, et voilà. Et à Grenoble, ils ont alors je me suis pas tenue au courant des évolutions du PPRT à Grenoble, vous m'excuserez, c'est peut-être tout à fait voilà, mais à Grenoble ils doivent aller chercher des cachets d'iode à la pharmacie, ils ont des bons, et je me rappelle à l'époque, alors ça date début des années 2010, ils avaient un taux de 30% à peu près c'est-à-dire les gens n'allaient pas faire la démarche à la pharmacie de juste aller récupérer ça, alors qu'il était bien expliqué l'intérêt, ils avaient un bon, c'était gratuit, c'était juste aller à sa pharmacie de quartier, et voilà, et 30%, donc je pense que c'est ça. Voilà, nous on est à 30% de logements protégés au jour d'aujourd'hui, c'est affolant. Moi j'ai rencontré le ministère de l'Environnement au mois de décembre, là, en leur expliquant, en leur disant c'est une catastrophe. Ils disent non, vous êtes dans les bons élèves, ailleurs c'est pire. Et pourtant les PPRT sont plus petits, il y a moins de logements. C'est rassurant. Non, c'est pas rassurant du tout. Non, au contraire, moi, ça m'angoisse. Non, je sais bien. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de risque industriel. Peut-être vous, Pierre Athanase, en tant qu'élu de la métropole, donc du Grand Lyon, vous avez à gérer, vous avez commencé à l'évoquer, donc les risques de crue, mais donc une multiplicité de risques. C'est quoi les autres risques, hormis les industriels, que vous avez à gérer au quotidien? Alors c'est bien évidemment le risque inondation. Alors soit le très gros risque inondation, c'est le Rhône, et là on est en train de revoir tout le système d'endiguement devant Velin et Villeurbanne, qui protège 80 000 personnes quand même. Voilà, on est quand même sur du lourd là aussi. Où on va le passer pour l'instant, on protège ce territoire à hauteur de ce qu'on appelle communément une crue trentenale, et on va le passer à une crue bicentenale. Alors là aussi, on a commencé des réunions publiques, des conférences de presse pour en parler. Les gens nous disent, mais on ne comprend pas, parce que d'un côté, vous nous dites que le débit du Rhône va baisser, il a déjà perdu 17%, il va en perdre encore 30%, donc il y a de moins d'eau, et puis il pleut de moins en moins, c'est la sécheresse, et finalement, vous faites ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, voilà, le Rhône, il a toujours coulé ici, puis le Rhône, maintenant, il est aménagé, donc on n'a plus les crues qu'on a connues, 1856, etc. Donc c'est des choses qui sont loin, et finalement on les a oubliées. Les digues, en plus, pour certains, ils roulent tous les jours dessus. Laurent Bonnevet pour Lyon et l'autre partie de Villeurbanne, la 46, la 43, qui sont des digues. Donc ça passe inaperçu dans le paysage. Pour eux, si l'autoroute est surélevée, ils ne savent même pas pourquoi, ils roulent dessus. Et c'est complètement ignoré. Quand on leur dit qu'effectivement on va faire des travaux, c'est un petit peu l'incompréhension. Et une réunion publique sur ce sujet-là, je peux vous dire que je sors de là assez fatigué. Et alors sur cette question des représentations des risques, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eva-Marie, sur cette notion de la distance au risque. Vous avez parlé de ce couple qui avait sa fenêtre en face de l'usine Arkema, c'est bien ça, et qui disait c'est pas nous on voit pas l'usine parce qu'on est dans notre jardin. Moi j'ai une anecdote personnelle, je vais en vacances à La Hague, au cap de La Hague, où l'usine de retraitement des déchets nucléaires se trouve. Et alors dans le même sens, il y a un déni, un oubli conscient du risque présent. On sait que Ben Laden avait les plans de cette usine, bref. Et en fait, j'aimerais vous interroger sur cette question de la distance au risque. Est-ce que paradoxalement, c'est pas quand on est précisément dans l'ère d'influence de l'usine, que ça soit économique, qu'il y ait des dépendances qui font que la population va travailler, que le risque est finalement le plus minimisé et dans le même temps, quand le risque est très très loin, on voit bien les médias, il y a une surabondance informationnelle du risque, les méga-feux, etc. On n'est pas concerné non plus. Et peut-être que c'est seulement à 50 km, 50 bornes que là, on ne dépend plus tellement de l'usine. Et que là, on commence à avoir un peu peur. Est-ce que vous avez pu voir, vous, Parce que je suis en train de réfléchir à votre question. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, en tout cas ceux que j'ai interrogés, qui étaient liés directement à l'usine, avaient tendance à minimiser les risques, mais dans une logique de défense de l'usine. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de nier la dangerosité, au contraire, ils savent ce qui se passe, mais de montrer justement tous les dispositifs de protection, etc.,
parce que finalement, ils ont un savoir qui leur permet d'expliquer ça. Finalement, ceux qui avaient tendance le plus à nier le risque, c'était ceux qui n'étaient pas directement concernés par l'usine, qui ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Voilà. C'est-à-dire, je me rappelle, à chaque fois, on avait des questions un petit peu bêtes dans nos entretiens. C'est est-ce que vous savez, par exemple, là, c'est l'usine en face de chez vous, qu'est-ce qu'elle fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'elle fabrique ? La plupart des habitants ne savent pas. Ça veut dire, c'est un désintérêt conscient, je pense. Enfin, c'est-à-dire, c'est une volonté un peu de dire, mais en même temps, si je m'y intéresse pas trop, bah, ça fait que je vais pas trop savoir ce qui s'y passe, et donc je vais pas trop connaître voilà, les risques que j'ai. Et puis après, faut pas oublier aussi, et c'est quelque chose qui revenait énormément dans les entretiens que j'ai menés, c'est les enjeux économiques aussi de l'habitation. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut se payer une maison à Pierre-Bénite, pas loin d'Arkema, on peut pas se la payer à Tassin, ou je sais plus où, pas où, un petit peu plus loin. Et donc, à un moment donné, il y a un choix familial, c'est de dire, bon, bah, l'usine, on va pas trop s'inquiéter, mais par contre, ça nous permet d'avoir un jardin. Et ça nous dérange pas d'en faire un potager juste à côté. Et voilà. Et par exemple, pour revenir sur l'exemple de la chambre, juste à côté de l'usine, il y a les vaches de la coopérative. Juste à côté, vous avez la coopérative avec le super fromage de la coopérative. Et elles sont vraiment, voilà, elles sont à côté des cuves d'Arkema, mais c'est pas grave. On cherche pas trop à savoir et comme ça on s'arrange en fait. Mais c'est une stratégie de survie d'une certaine manière, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Pierre Athanas, peut-être sur cette question ? Non, enfin moi je partage complètement cette analyse-là. Les gens déjà nient la pollution. Alors effectivement, quand on découvre une pollution, on est en plein dedans en ce moment avec les PFAS sur Pierre-Bénite. Hein. Donc là, effectivement, tout le monde s'inquiète, mais personne s'en est inquiété avant, alors que ce sont que des plateformes chimiques qu'on a sur le territoire de Saint-Fond, Pierre-Bénite, Feyzin. Et le risque, eh ben effectivement, le risque. Alors moi, quand je voyage en France et tout, les gens me demandent où j'habite, Feyzin, les gens ils connaissent. Hein. Ils passent avec l'autoroute au pied de la raffinerie, donc ils me disent, mais ils ne me parlent pas du risque, ils me parlent de la pollution. Ouais. C'est un risque, la pollution, pardon. Ah ben bien sûr. Ouais. Ah bah oui, donc, oui, du coup, non, alors, je suis après, juridiquement, on n'est pas sur les mêmes lois, voilà, voilà. Mais c'est effectivement un risque. Mais le dérèglement climatique est un risque aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est. Mais à l'inverse de l'accident industriel ou climatique, la pollution, elle a ceci d'original, ou le dérèglement climatique, pardon, il a ceci d'original que c'est quelque chose de pérenne dans le temps quand la catastrophe, c'est événementiel. Et donc j'imagine qu'en termes de politique, on ne va pas adopter les mêmes solutions et les mêmes dispositifs pour se prémunir de ces choses-là. Et on le voit bien, vous avez parlé du récent scandale de l'épisode des PFAS. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu dessus. Je crois savoir que vous avez déployé une étude environnementale et sanitaire à l'échelle de la métropole. On va peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui se passe, si vous pouvez le faire. Sur cette question de des polluants éternels, qui ont une vocation anti-adhésive, qui sont assez proches du téflon, en fait, qui sont des microparticules. Qui servent à fabriquer le téflon, qui servent à faire pas mal d'imperméabilisants, le Gore-Tex, les vêtements qui sont déperlants, on en trouve partout, les mousses anti-incendie, et notamment qui sont utilisées justement sur les feux d'hydrocarbures, et on retrouve énormément de traces de PFAS dans le port Édouard Herriot suite à l'incendie qui pourtant date des années 80. Et quand on parle de polluants éternels, je ne sais pas s'ils seront réellement éternels, mais en tout cas, ça fait des décennies qu'ils sont là, qui ne se dégradent pas, qui sont toujours présents. Ça fait assez peur comme terme, et on va juste préciser que l'étude en question a été quelque peu cachée par le gouvernement, puisque ça fait 6 mois que la publication du rapport aurait dû être faite. Exactement, donc c'est Barbara Pompili qui l'avait demandé lorsqu'elle était ministre, donc à l'Inspection générale de l'environnement, et le rapport est resté curieusement enfermé dans le ministère. Il a été rendu public vendredi, je crois. Moi, je l'ai depuis dimanche, et c'est consternant. Moi, je m'attendais effectivement à un rapport sur l'état de la connaissance des PFAS. En fait, c'est un rapport sur l'état de la méconnaissance des PFAS. Page après page, les inspecteurs de l'environnement font le constat qu'on ne connaît rien. On ne sait en mesurer que 20, il en existe 14 000. On ne connaît pas l'effet de la santé sur la santé de chacun de ces 14 000. Que quand un PFAS est remplacé dans les process de fabrication, il est remplacé par un autre qui souvent est encore plus toxique.
etc. Et ce rapport-là est effectivement assez déprimant. Et avant ce rapport, vous n'étiez pas au courant de tout ce... Ah ben non, parce que nous on a commencé à travailler un peu avant Ouais. ce week-end, et on a voté une délibération à la métropole de Lyon qui a au moins, voilà, il faut savoir peut-être prendre des satisfactions de temps en temps, a été votée à l'unanimité. Hein. Tous les groupes politiques ont voté. Hein. Et en fait, par contre, on ne part pas sur des mesures pour réparer pour l'instant. On part sur des mesures pour comprendre, pour essayer de savoir. Donc on va travailler avec différents organismes, l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui a une véritable expertise et qui travaille vraiment avec les populations. Ça, c'était vraiment demandé par les associations, par les riverains, qui voulaient en créer un. Et c'est certainement une bonne idée. Mais créer un institut éco-citoyen, ça aurait pris 2 ou 3 ans. On allait perdre encore plus de temps. Donc on a bien ça dans les tablettes, de créer un institut éco-citoyen sur le modèle de celui sur Fos-sur-Mer, mais pour la région. Et du coup, on travaille avec celui de Fos. Et moi, j'avais l'avantage de le connaître, je l'avais visité, je connais bien le directeur. Donc, on a passé une convention avec eux sur 2 thèmes particuliers. Un, c'est déjà la connaissance des PFAS pour pouvoir améliorer les mesures, les analyses de mesures, parce que pour l'instant, on est très très mauvais. On analyse un petit peu l'eau. Sur le reste, on n'est pas très bon. Il suffit de voir, hein, que ce soit les médias, que ce soit, il y a 2-3 mairies qui ont essayé de faire leurs propres analyses, etc. Tout le monde court un laboratoire, en Hollande, au Canada, dans le nord de la France, etc. Sur des méthodes qui ne sont pas étalonnées, on a des résultats qui sont très différents. À la métropole de Lyon, donc depuis effectivement que l'affaire est sortie, précédemment, on mesurait 2 PFAS sur tous les captages de la métropole tous les 3 mois. Maintenant, on mesure tous les mois et on en mesure 8. Il faudra en mesurer 20. On ne sait en mesurer que 8. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, il faut absolument qu'on améliore ça. Le deuxième volet qu'on a avec l'Institut éco-citoyen, c'est de travailler pour une étude de bioimprégnation, savoir ce que les gens ont accumulé comme PFAS dans leur organisme. Mais là, ça va être aussi un processus qui va être très long, parce que tout le monde pense qu'il suffit de faire une prise de sang et de regarder, sauf qu'on est sur une pollution à un endroit précis avec une cause précise. Dans une pollution de fond, vous faites une prise de sang à n'importe qui sur la planète, même en Amazonie, même au Groenland, la personne aura des PFAS. Donc il faut qu'on soit très précis là-dessus, qu'on arrive à bien comprendre de comprendre le mieux possible ce qui se passe sur Pierre-Bénite, avoir un échantillon de personnes sur tout ce secteur-là et avoir des zones témoins. Quelque chose de très intrusif, parce qu'il y a 1000 façons de se contaminer au PFAS, et pas uniquement d'être présent, de manger des œufs des poules de faisan ou de Pierre-Bénite, mais c'est les modes de consommation, c'est toutes ces choses-là. Donc il va falloir trouver des personnes, des questionnaires qui sont très intrusifs. Du coup, il va nous falloir des autorisations ministérielles pour pouvoir le faire. Donc il n'y aura pas de prise de sang avant 2025. On est sur des process qui sont longs. Et à côté de ce partenariat donc avec l'Institut éco-citoyen, on a un partenariat avec le Cancéropole, donc le CLARA, donc les HCL, l'hôpital Léon Bérard, spécialisé dans le cancer, pour travailler justement sur les effets sur la santé, en leur demandant déjà qu'ils puissent nous éclairer sur toutes ces études, tous ces articles qui sont publiés. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme. Troisième volet, c'est avec Atmo. Atmo, c'est vraiment la structure qui mesure la qualité de l'air, donc qui pour nous travaille régulièrement sur tout ce qui est particules fines, SO2, les NOx, etc., pour essayer d'avoir des outils pour mesurer les perfluorés dans l'air, puisqu'on a des perfluorés dans l'air et à proximité immédiate de l'usine Arkema, bien évidemment, puisqu'ils utilisent des gaz fluorés qui s'en vont. Et si on a des taux si concentrés autour de l'usine, c'est pas l'eau du Rhône qui a débordé, hein, c'est bien effectivement qu'on a une pollution atmosphérique. Donc quelque chose d'assez énorme. Et enfin, quatrième volet, mais ça on le fait en interne, c'est des analyses sur l'eau avec la direction de l'eau. Et on a un service qui est spécialisé sur les sols pollués, qui jusqu'à maintenant ne travaillait pas sur les perfluorés. Et là, on essaye déjà de faire une étude historique sur les sites industriels où on a utilisé, soit on utilise au jour d'aujourd'hui, soit on a utilisé précédemment des perfluorés, et sur les sites où on a enterré légalement ou illégalement des déchets perfluorés. Oui, c'est en ça que les PFAS, à l'image des microplastiques, sont réellement un marqueur de ce qu'est l'Anthropocène en tant qu'action de l'humanité sur l'intégralité de la planète. Complètement.
Et François, je crois que tu avais une question sur le film Darkwater. Oui, exactement. Bravo Florian. Je ne saurais que trop vous recommander chaudement ce film Dark Waters, un film qui revient sur le scandale du téflon en Virginie occidentale en 2019 et sur l'histoire de cet avocat qui a essayé de protéger finalement les populations qui habitaient à proximité de ces industries très polluantes. Et justement, sur cette question de l'exposition au risque et de cette exposition différenciée selon les couches de la population, on le sait aussi, vous le disiez Pierre Athanas, c'est souvent les couches les plus populaires qui vivent à proximité des risques parce que les habitations sont moins chères. Il y a une étude très intéressante aussi qui détaille la localisation des populations roms, par exemple, à côté des industries les plus polluantes en France. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour adapter et ou rediriger certaines entreprises polluantes à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon et pour, de l'autre côté, accompagner les populations les plus vulnérables dans des politiques afin de leur permettre de se loger dans des habitats qui soient moins exposés aux risques. Alors, il y a évidemment la protection des logements, ça on en a parlé en début d'émission, donc je ne vais pas revenir dessus. Après, sur les sites industriels, effectivement, il y a des gens qui nous disent mais il n'y a qu'à les mettre à 50 km, on les met dans le Cantal, on les met, etc. Mais ces sites industriels ne travaillent pas tout seuls, il faut des emplois. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les gens vont prendre leur voiture et puis vont aller travailler là-bas ? Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. L'idée, c'est pas de refiler la patate chaude au territoire d'à côté. C'est not in my backyard. C'est un peu c'est cette idée-là. C'est tout le monde voudrait le mettre un petit peu plus loin. C'est ça. Mais voilà. Mais après, c'est aussi énormément d'emplois et les gens ont besoin d'emplois. Donc, c'est comment on fait pour effectivement transformer la vallée de la chimie avec les industriels. On va pas les virer pour mettre autre chose à la place. C'est avec eux pour de nouvelles activités. On le voit déjà, le travail a commencé. On a énormément de sites industriels maintenant qui ont surtout des locaux où on a des ingénieurs qui vont travailler sur de la recherche et du développement. Donc on a maintenant un pourcentage assez important de l'activité qui part là-dessus. Après, on a des activités qui, bien évidemment, vont changer complètement. La raffinerie de Feyzin aujourd'hui fait encore beaucoup d'essence, encore beaucoup de fioul. Il va s'en consommer de moins en moins, puisque 2030, c'est demain. Donc la raffinerie va changer d'activité, même si elle reste présente, elle continuera toujours à travailler avec des hydrocarbures pour faire des plastiques, pour faire toutes ces choses dont la société a besoin aujourd'hui. Donc il va falloir voir ça. Et du coup, ça va poser une question juridique. Là, c'est peut-être un petit peu technique, je vais faire qu'une petite parenthèse. C'est comment on va faire évoluer la loi sur les PPRT, parce que pour l'instant, tout est gravé dans le marbre. Et on considère que les plateformes industrielles étaient comme ça au moment de la signature du PPRT et n'évoluent pas. Donc là, il y aura besoin effectivement d'avoir une adaptation législative. Et si je peux me permettre, moi, c'est quelque chose qui ressortait dans les entretiens avec les habitants, le PPRT, ce qui est logique, hein, qui a des frontières assez... c'est là, tu es dans le PPRT, là, tu l'es plus. Et avec cette question justement de l'évolution des activités, peut-être aussi la construction d'un nouveau bâtiment un petit peu plus loin sur le site, etc., qui fait que les PPRT vont devoir, a priori, évoluer. Et cette idée aussi chez les habitants qui est de dire, mais comment ils définissent cette frontière ? D'où moi je suis dedans et pas mon voisin. Et ça participe un petit peu aussi à la difficulté de se sentir complètement concerné. C'est un peu comme la frontière du nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière française. C'est toujours un peu cette idée de dire... il faudrait presque faire confiance aussi aux administrations, et en fait on leur fait pas complètement confiance non plus, et parce que c'est mon territoire habité, c'est là où il y a la boulangerie, il y a l'école de mes enfants, etc. Et tout ça est très technique en plus. Donc quand on n'a pas forcément une culture qui permet de bien comprendre tout ça, tout ça crée, je reviens, un peu une négation du risque habité, si je peux l'appeler comme ça. Et pour rendre la chose encore plus complexe, il n'y a pas qu'une frontière, il y a plein de frontières. De frontières. Chez moi, j'ai été obligé de changer l'intégralité des menuiseries, là, les fenêtres, portes, etc. Et les voisins qui sont juste de l'autre côté de la route, eux, ils ont simplement mis des films sur leur vitre. Et comment ça se fait ? Puisqu'on est voisins, quand on va prendre l'apéro, on en a pour 2 minutes à pied. Enfin, mais je dis même pas, il n'y a pas 2 minutes à pied. Et pourtant... Effectivement, c'est comme tout. Ici, vous êtes chez vous, après, vous êtes chez le voisin. Et
les risques ont été faits, effectivement, avec des compas en fonction des risques qu'il y avait. La vallée de la Chimie, c'est pas un territoire qui est linéaire, hein, c'est plein de bulles qui s'imbriquent les unes les autres, avec des tas de couleurs différentes. Et c'est vrai que ça rend peut-être la chose aussi un petit peu opaque. Et ce qui est intéressant, en tout cas, si je reviens sur la question des médias, finalement, le seul moment où le risque apparaît et le seul moment d'illustrer le risque, c'est par la carte. C'est la carte du territoire où, à un moment donné, on va mettre justement du rouge, un cercle rouge, une frontière, etc. Mais ce qui est marrant, et en tout cas, c'est ce qu'on avait remarqué, c'est que dans toutes les cartographies médiatiques, souvent, il y a quand même l'origine du risque. Et donc, il y a toujours un peu cette imputation avec une étoile rouge, quelque chose. Voilà. Et donc c'est intéressant et de toute façon même les campagnes d'information qui sont faites par l'Adréal, à un moment donné c'est des livrets avec des cartes qui disent là vous êtes vous dans tel PPRT, vous êtes concerné par ça. Et c'est vrai que c'est aussi difficile parce que la carte c'est aussi une représentation du territoire, mais une représentation illustrée du territoire. C'est pas une photo du territoire, c'est pas tout à fait le territoire tel que l'habitant le vit. Et donc c'est voilà, c'est Alors après, il y a des PPRT plus petits qui sont plus simples. Saint-Gilles-Laval, c'est une usine, c'est assez facile à comprendre. Et puis on fait un coup de compas. Et celui de la vallée de la Chimie, mais je vous dis encore une fois, il est hors norme. Hein, il est effectivement très très complexe à expliquer. Et alors, on va continuer à aller un peu plus en aval, sans mauvais jeu de mots, dans notre discussion. On a évoqué le fait que l'Anthropocène serait un âge proprement risqué. On pourrait pourtant contester cette spécificité de l'Anthropocène comme âge à risque, car le risque a une histoire et que c'est une notion qui a toujours été présente dans l'imaginaire collectif. On peut penser au millénarisme chrétien, au fait qu'on attend la catastrophe depuis toujours, que finalement tout empire périra ou je ne sais quoi. Mais tout empire périra pourquoi ? Exactement, mais alors allez-y. C'est la question qu'on vous pose. C'est ça qu'on attend. Non mais en fait, alors je maîtrise pas du tout, j'irai pas très loin, mais en fait ce qui est intéressant dans la notion de risque, c'est vraiment qu'on est sur un danger sans faute. C'est hyper important. Et donc quand je dis mais qui périra pourquoi, c'était cette idée, et je saurais pas répondre à la question, je la maintiens mais je saurais pas y répondre, c'est finalement est-ce qu'il y a une faute qui peut être imputée par exemple hein, dans les religions, il y a un rapport justement à ce qu'on fait, à la morale, à plein de choses, etc. C'est pas des sujets que je maîtrise, je suis pas tout à fait à l'aise pour en parler, donc je vais rester très générale. Mais voilà, est-ce qu'on impute une faute à quelqu'un ou pas ? Si on impute une faute à quelqu'un, c'est-à-dire si on arrive à définir un fautif, alors qu'il y en ait un ou deux, trois, hein, on peut englober, voilà. Mais si on arrive à imputer une faute à quelqu'un, on n'est pas dans le risque, on est dans le danger. Ça veut dire qu'il y a un méchant, et ce méchant, on peut le punir, on peut l'empêcher de nuire. Et donc c'est plus du risque. Et c'est quelque chose qui est intéressant et qui se maintient beaucoup dans les discours médiatiques. Même quand on parle du risque, on ramène toujours un peu au danger, comme s'il y avait un fautif, il y avait un méchant et il y avait des victimes. Et dans le risque, normalement, on n'a pas ce rapport manichéen. Voilà. Et peut-être, Pierre Athanase, pour rebondir sur ce que vient de dire Eva-Marie, la question finalement, c'est la question de la responsabilité qui est aussi posée à travers cette notion de risque par rapport à la notion de danger. Et sur cette notion de responsabilité, est-ce que vous avez des données à nous communiquer sur la question des assurances et du modèle assurantiel à l'échelle d'un territoire métropolitain comme Lyon ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec la croissance des risques toujours plus forte à l'heure de l'Anthropocène, il n'y a pas des territoires qui finalement vont devenir de moins en moins assurables, et comment on anticipe à l'échelle d'une métropole comme Lyon cette dimension-là ? Alors il va effectivement y avoir des problèmes d'assurance, ça c'est bien sûr évident, mais rien que sur le PPRT, à la fin du PPRT, les logements qui n'ont pas été protégés auront de toute façon à la revente une décote, puisque les notaires sont obligés de préciser aux nouveaux acheteurs que les logements n'ont pas été protégés. Donc s'il y a 15 000, 20 000 euros de travaux à faire, plus le dérangement et tout, c'est une moins-value importante. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, et on a questionné, au niveau d'Amaris, hein, l'association des collectivités territoriales, on a questionné le ministère de l'Environnement, savoir si, d'une part, les logements seront toujours assurables, et s'ils sont toujours assurables, en cas de catastrophe, de dégâts, si c'est lié au PPRT, à une activité du PPRT, est-ce que ce risque-là sera remboursé aux gens qui ne se sont pas protégés ? Et pour l'instant, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse.
Mais effectivement, moi, je m'attends au pire. Et quand je fais des réunions publiques, quand je rencontre les gens, je leur mets vraiment ça dans la balance. Ça peut être des choses qui sont juste énormes. Rappelez-vous, ce que nous, le risque quand même qui est le plus important sur les PPRT de la métropole, dont celui de la vallée de la Chimie, c'est le risque d'explosion, donc de surpression. Ça veut dire des vitres qui explosent. À Toulouse, il y a des gens qui sont morts de ça. Il y a des gens qui sont toujours handicapés par rapport à ça. Et il y a des gens, effectivement, qui ont été guéris, mais ça a coûté une petite fortune. Donc voilà, on a des risques comme ça et on se dit qu'effectivement, les assurances pourraient très bien se désengager par rapport à ça. Après, on a tous les risques, effectivement, qui sont les risques nouveaux. Et on le voit maintenant avec les pollutions. Parce qu'autant, effectivement, je vous suis tout à fait en disant le risque, la catastrophe, c'est la faute à pas de chance, on n'avait pas prévu. Sur les pollutions, très très souvent, elles sont connues quand même des plateformes industrielles. Et très souvent, alors je généralise pas à 100%, bien sûr, il y a des industriels qui font le job et qui ont une véritable conscience. Mais on le voit malheureusement, enfin moi je suis trop bien placé pour le voir, il y a des gens qui ont un cynisme particulier, qui polluent, qui le savent très bien, soit en étant juste à la limite de la loi, soit même en la franchissant. Et justement, alors je dis ça de tête, mais vous n'avez jamais été confronté à des cas inassurables où les assurances n'ont pas pu faire leur travail donc d'assureur, comme si je dis pas de bêtises, a été le cas cet été dans le sud-ouest pour des endroits avec la sécheresse, les terres qui sont mis à craquer, les maisons qui sont soit effondrées, soit qui ont pris des grandes fissures. Et à un moment, il me semble que les assurances se sont plus ou moins désengagées. Je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, on a ce genre de risque-là, donc plutôt lié aux catastrophes naturelles, parce que ça peut être sur des territoires beaucoup plus grands que les risques technologiques. Après, on n'est pas sur les mêmes risques non plus. Nous, le PPRT de la vallée de la Chimie, qui est énorme, qui est géant, c'est 26 000 personnes qui résident dans le PPRT. Tout à l'heure, on parlait du système d'endiguement de Vaux-en-Velin-Villeurbanne, c'est 80 000. Voilà, c'est 3 fois plus. Et comment on fait avec ça ? Donc, il y a effectivement tout ce que doivent faire les pouvoirs publics, tout ce que doivent faire les élus locaux, mais après, il y a aussi ce que doivent faire et ce que doivent connaître les habitants. Tout n'est pas de la responsabilité des autres. Les gens qui veulent habiter le plus près possible des rivières, parce que c'est vachement beau d'avoir une rivière qui passe en bordure de la terrasse quand on boit l'apéro, quand la rivière déborde, qui est responsable ? Et à ce titre, peut-être un retour d'expérience personnelle. On est allé en Camargue récemment et on a vu qu'en fait, il y a un risque de submersion marine pour cette région, ce territoire. Et il se trouve que c'est véritablement cette question assurantielle du territoire qui fait que finalement les acteurs se mobilisent. En fait, c'est quand on tape le portefeuille et qu'on prend conscience que là concrètement notre maison elle va être sous la flotte et que ça va coûter cher, que potentiellement il y a des plans qui sont établis. Qu'est-ce que vous en pensez de... La Camargue typiquement c'est la double peine. Enfin, d'une part, il n'y a plus de sable qui arrive en Camargue. Et c'est un véritable problème. Tous les barrages hydrauliques qui sont sur le Rhône empêchent le sable d'arriver. Et on a le territoire qui recule déjà à cause de ça. Et on sait qu'on va avoir une hausse du niveau de l'eau par rapport au dérèglement climatique. Et ça, c'est des choses maintenant qui sont connues. Et encore une fois, comment faire pour les anticiper ? Comment vous faites quand vous êtes sur une commune qui est vraiment qui a été construite en bordure avec une plage qui était assez loin. La plage s'est rapprochée tout doucement, mais le jour où on va avoir effectivement des problèmes, des gros problèmes, et on a des problèmes qui peuvent arriver, qui vont arriver de toute façon. Groenland, on sait que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va avoir un gros problème. Et ça, c'est pas dans 50 ans. On le verra vous le verrez de votre vivant. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. C'est des choses qu'on sait. Ça va faire des montées d'eau soudaines et ça va être juste catastrophique. Alors, ça va être catastrophique pour le Groenland, mais ça va aller bien au-delà. Et alors, pour ne pas tomber dans la sinistrose totale... On va tous nier les risques en sortant. On va dire qu'on va dans notre jardin et on tourne le regard. Ça sera une dernière question, hélas, parce que le temps passe trop vite, on aimerait rester des heures. Mais et pour pas tomber non plus dans l'esthétisation du risque, en fait, on aimerait se demander un peu ce qu'on peut faire face au risque. Aujourd'hui, il y a 2 récits qui pourraient prédominer. Un technosolutionniste qui dirait qu'on va finalement, avec le progrès, la technique, solutionner tout ça. Et de l'autre côté, un discours un peu effondriste avec le retour d'un nouveau millénarisme finalement. Comment concrètement on constitue un nouvel imaginaire du risque pour
faire en sorte que les populations soient acculturées à cette notion. Vous avez 2 heures. Non, justement, 2 minutes. 2 minutes, là j'avoue que je suis pas sûre de savoir répondre à cette question. J'aimerais savoir répondre. J'ai tendance, en tout cas, quand j'avais travaillé pour la DREAL, justement sur la campagne d'information, j'étais engagée notamment pour faire une étude sociologique et après faire des préconisations à la DREAL. Et l'une des préconisations était de dire peut-être qu'il ne faut pas être trop techno-solutionniste parce qu'en fait, ça fait peur. Et qu'en fait, il faut amener la culture du risque peut-être par des manières différentes qui passent peut-être plus par le territoire habité. Voilà. Maintenant, c'est facile de dire ça, c'est pas facile de mettre en place et ça marchera pas forcément. Je pense que, voilà, je suis pas sûre d'avoir une solution, mais en tout cas, rappeler sans cesse aux habitants qui sont sur des PPRT pour reprendre, mais ou qui vivent à côté d'une rivière, etc., qui courent un risque, que leur maison risque d'être effondrée, d'être inondée, etc. Je pense que en fait, ça crée la peur et en fait, ça crée le déni et la négation. Donc, je pense que c'est pas forcément la bonne approche. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas la solution. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange passionné et passionnant. Merci beaucoup d'être venus sur Radio Anthropocène. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. C'est une bonne soirée. Donc Eva-Marie Gopfer, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université Lyon 2 et spécialiste des représentations collectives des risques. Pierre Athanas, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Lyon, chargé entre autres de la prévention des risques. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène. Merci à Thomas Balestrieri de Radio Bellevue Web à la technique. Merci François. Merci Florian. Radio Anthropocène, c'est une production de Cité Anthropocène et de l'école urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en podcast sur vos plateformes préférées. Bonne soirée et à la semaine prochaine sur Radio Anthropocène. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.